neuropsychopathologiques de l'Université de Kinshasa se sont mis d'accord d'organiser une série d'activités pour la célébrer. C'est pour nous un véritable motif de joie de travailler en collaboration avec cette institution qui nous a tant formés et qui ne cesse de nous former jusqu'à ce jour. Ceci constitue également un véritable honneur de notre part d'adresser d'une part notre message de sensibilisation à l'endroit de notre communauté sur cette maladie du cerveau extrêmement complexe, avec nombreuses interactions et comorbidités mal comprises dans le chef de notre population, et d'autre part de vous rassurer que l'Association pour la promotion des neurosciences, APRONEX en cycle, la Ligue congolaise de lutte contre l'épilepsie, l'Union de la LICOC plutôt, l'Union de médecins pour la population, l'IMP, et les départements de neurologie du SNPP s'engagent à mutualiser les forces afin de relever les défis liés à la méconnaissance de la maladie et de garantir la prise en charge des qualités au niveau des différentes structures sanitaires qui prennent en charge des patients épileptiques par l'organisation des diverses formations de renforcement des capacités et la mobilisation collective de fonds pour plus d'actions communautaires. Ce qui justifie une gamme d'activités allant de l'université à la communauté. Nous pouvons citer à titre illustratif les séries d'exposés et la scénette jouée par le médecin stagiaire lors de réunions médicales au CNPP, les différents staffs médicaux organisés à ces sujets, les consultations médicales quasi gratuites organisées avec certaines structures partenaires. Chers professeurs, Monsieur le Président national de l'Union de médecins pour la population, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. La santé telle que définie par l'OMS comme un état de bien-être physique, mental et social étant un véritable défi à relever dans notre humanité. D'où l'intérêt de notre communication en ce jour de clôture des activités de célébration de la Journée internationale de l'épilepsie par cette formation axée sur la démarche diagnostique et la prise en charge de l'épilepsie. Mesdames et messieurs, l'épilepsie est une maladie grave en Afrique du fait du diagnostic tardif, de la prise en charge, souvent inadaptée et de manque de données épidémisantes nécessitant une mobilisation de fonds. Ainsi, l'Union de médecins pour la population, organisation non gouvernementale créée depuis le 27 avril 2018 par un groupe de cadres universitaires dans la majorité des domaines médicaux sous l'initiative du Dr Nzala Pierre, ayant pour objet principal de promouvoir l'action socio-sanitaire pour le développement durable des zones reculées et des personnes vulnérables à travers le monde qui travaillent sur plusieurs domaines d'intervention dont la santé et la nutrition, l'éducation, genre et formation professionnelle, la protection et action sociale ainsi que l'environnement. Dans son champ d'action, au regard de ses objectifs sanitaires, elle a inscrit 6 maladies dont l'épilepsie, l'AVC, le VIH-Sida, la drépanocytose et les cancers gynécologiques dont le cancer de sein et le cancer du côlon, pour soulager tant soit peu ces populations en détresse. Plusieurs actions de sensibilisation et de prise en charge sont menées chaque année et nous espérons que grâce à Dieu, chacun faisant sa part à cette véritable panacée pour notre humanité en ces matières. Ceci est donc une véritable journée qui trouve tout son pesant d'or chez nous et qui peut justifier bien l'engagement que tous nous pouvons avoir en faveur d'une cause noble, celle liée à l'utilité de chaque individu épileptique au sein de la société. Nous nous engageons désormais à cette lutte et nous invitons tous à nous joindre activement afin de bien laver le préjugé autour de cette maladie, de rassurer à tous les niveaux une prise en charge holistique aux patients épileptiques par la mise en place d'une plateforme interorganisationnelle et active. Monsieur le professeur chef de département de neurologie, Monsieur le président national de l'Union de médecins pour la population, Monsieur le professeur formateur, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Nous clôturons ces mots en remerciant tous nos chers maîtres du Saint. Bilatéraux, c'est ce que nous avons dit. D'emblée bilatéraux, donc
Ils peuvent être toniques. Tonique, c'est quoi? C'est la contracture des muscles striés. Contracture. Ça peut être tonico-clonique, c'est-à-dire quoi? Et la contracture et les secousses. D'abord les contractures, puis les secousses. Ils peuvent être myocloniques. Donc myoclonie. Myoclonie, c'est quoi? C'est tout simplement une contraction brusque, bilatérale, ce sont des cas généralisés. De quoi? De certains groupes de muscles qui font, et ça s'accompagne du déplacement du membre. C'est ce que le malade, quand il a ce qu'on appelle le signe de la tasse de café, il peut projeter ou des choses qui sont dans les métons. Peuvent être atoniques. Donc, il n'y a pas de tonus. C'est-à-dire, le malade tombe, ouf, il y a un relâchement du muscle et le malade tombe. Ça, c'est du côté moteur. Tonique, tonico-clonique, myoclonique, atonique. Maintenant, on retrouve la conscience. Alors, le truc de la conscience sont comment? Elles peuvent être de quelques minutes dans ce qu'on appelle le crise généralisé tonico-clonique. Elles peuvent être de quelques secondes, 10 secondes, environ 15, dans ce qu'on appelle les absences. Voilà, les absences, qui est un type de crise qu'on trouve dans une épilepsie bien connue qu'on appelle épilepsie absente de l'enfant. Alors, et à côté, nous avons des crises focales. Et ces crises focales, nous avons dit, en principe, ne s'accompagnent pas de perte de connaissance, intéressent une partie du cerveau bien localisée, et ce que le malade présente comme crise peut même vous aider à localiser l'endroit où il y a un dysfonctionnement de neurones. Donc, c'est localisé. Ça peut être moteur, donc un membre peut bouger. Ça peut être sensitif. Ça peut être sensoriel. Par exemple, vous avez seulement le signe visuel. Donc, à ce moment-là, on dit c'est dans le lobe occipital. Quand c'est seulement la main qui bouge, c'est le lobe frontal. Et on sait là où on les trouve, parce que vous vous rappelez de votre qu'on appelle l'homunculus de Penfield. Donc, en général, il n'y a pas de perte de connaissance. Et le phénomène qui arrive, moteur, sensitif, sensoriel, ont une grande valeur localisatrice. C'est-à-dire, ça montre là où viennent les stimulus qui ne sont pas normaux. Du cerveau, chronique. En principe, c'est chronique. Qui est caractérisé par les éléments suivants. D'abord, survenue d'au moins une crise épileptique. Deuxième chose, la prédisposition durable à générer des crises. Et ça, c'est important, très important. Si quelqu'un présente une crise d'épilepsie et qu'il n'y a pas des facteurs de récidive, je pense que ça peut ne pas être une crise épileptique. Et bien sûr que ceux qui vont me suivre vont parler de la prise en charge de la crise inaugurale. Et voilà, ça peut être une crise. On peut être ici, vous n'avez pas mangé des cuillères, vous tombez, vous faites un accident de moto, tête première sur une surface dure, vous convulsez. Vous n'êtes pas épileptique pour autant. Vous n'êtes pas épileptique pour autant. Un enfant qui fait de la fièvre, la température monte, il convulse entre 1 mois et 5 ans, ce n'est pas forcément l'épilepsie. Parce qu'il faut qu'il y ait une prédisposition durable. Donc, il y a un facteur de récidive. C'est important. Mais on pouvait dire, voilà, la définition de l'épilepsie est terminée. Non, c'est pas ça. Est-ce que vous saisissez le problème? Oui. Parce qu'il y a l'épilepsie telle que nous définissons, comme on l'a dit, la crise épileptique, n'est-ce pas? Et puis, prédisposition durable, la possibilité d'avoir d'autres crises, la répétition des crises pendant le diagnostic. Maintenant, c'est autre chose à faire.
ça fait partie des comorbidités, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut considérer que certaines comorbidités seraient les conséquences de l'épilepsie? Parce que comorbidité, ça veut dire aussi que ce sont des maladies qui accompagnent ou associées. Exact, qui accompagnent, conséquences associées et contemporaines, tout ça, c'est compliqué. Je crois que c'est ça. À un certain moment, ça se confond. Ça se confond. J'ai eu beaucoup de Rwandais qui c'était l'état de épileptique. Donc, vous voyez, de crise qui se succèdent, mais les malades ne trouvent pas la conscience pour ça. Une crise qui fait plus ou moins, il dépasse 30 minutes. Alors, ces définitions classiques-là ne sont pas des définitions à appliquer quand vous êtes à l'hôpital. Non. Considérez que l'état de mal épileptique, c'est quoi? C'est une crise qui a déjà fait 5 minutes. Ou qui tend à la dépasser. Parce qu'au-delà de 5 minutes, la tendance spontanée à s'arrêter devient aléatoire. À ce moment-là, ce sont des récepteurs glutamatergiques qui s'expriment autour de quoi? Sur le neurone, à la place de récepteurs GABAergiques. Or, ce sont ces récepteurs GABA qui sont sollicités par des médicaments GABAergiques comme le diazépam. Donc, dans le 5 minutes, quand une crise, parce qu'une crise d'épilepsie ne dure pas plus de 2 minutes. Plus de 98%, quelques secondes, 60 secondes. Si le malade retrouve la conscience entre les crises, qu'on appelait des crises sérielles, doivent être considérées comme étant un état de mal épileptique. État de mal épileptique. Je pense qu'on s'est mis d'accord. Ça tue une personne sur deux. La prise en charge, c'est le moment. J'ai entendu parler de l'immunogramme sanguin. Alors, je voulais comprendre quelle est l'importance de faire l'immunogramme sanguin pour la recherche de choix par terre, le malade peut convulser. Parce qu'il y a une hyponatrémie de diminution. Vous comprenez? Et le magnésium aussi. Professeur, ne peut pas oublier le magnésium. Merci, professeur. Je pense que troisième, c'est médecin stagiaire monazing à l'université de Kikwit. Ma question est de savoir, par rapport aux examens demandés, l'EEG, électroencéphalogramme. Maintenant, si au milieu derrière, les gens qui sont faits forts, il n'y a pas là de cet appareil, on peut remplacer par quel examen? Il n'est pas remplaçable. Ce qui peut remplacer l'EEG, c'est maintenant ce que tu viens d'apprendre aujourd'hui, mais que si on t'amène les malades, non, moi on dit, moi, on a quand même qui. Ok, on peut t'amener la vidéo, tu regardes, si le courant retourne, je vais demander aux organisateurs de me donner 5 minutes que j'ai envoyé des vidéos que j'avais prises. Donc, on contacte ici, vous savez l'examen, on dit que moi, on attend de nous quitter. Qu'est-ce que attends, on a ça quand même, soyez, après une montre, vas-y, tu attends encore quoi pour poser le secret. Tu attends, mais j'ai vraiment. D'ailleurs, ton EEG là peut être normal, non? Avec le malade épileptique. Boité. J'ai répondu. Docteur Etienne Ndjeka du centre médico-psychologique bionique. Merci beaucoup. Bionique? Oui. Merci beaucoup, professeur, pour votre intervention. J'ai compris que ce n'est pas la question. On gagne le temps. Le malade est épileptique ou pas. Parce que la plupart viennent après avoir passé la églises ou quoi. Dans votre démarche, vous avez conseillé à ne pas aller du coup au diagnostic épilepsie, pour parler plutôt de syndrome épileptique. Moi, je ne vous ai jamais dit ça. Un syndrome épileptique, c'est déjà l'épilepsie, mais toi aussi. Alors, c'est toi qui n'as pas bien. C'est toi qui n'as pas bien. Je vais dire peut-être syndrome commercial. Mais je sais que je suis en train de soigner une épilepsie. Parce que nombre de parents n'aiment pas écouter ces mots. Il faut le faire avec tact. Il faut les amener à accepter la maladie tout en leur promettant un bon suivi. Parce que finalement, les crises peuvent s'arrêter aussi. Au contraire, s'ils ignorent cette maladie-là, au contraire, l'enfant va continuer à faire des crises et à la longue, son cerveau, son potentiel cognitif et autres va être entamé et l'avenir compromis. Ok? Surtout les jeunes parents que vous serez là. Les jeunes parents, surtout, n'aiment pas écouter ce nom. Tu as raison de poser cette question. Ok? Quelqu'un qui met
filmer la crise et on donne cette crise, comment vous pouvez le différencier une crise de Différence c'est ça. Différence c'est ça. Parce que vidéo il y a un affaire de tout le monde a raté. Vidéo comme nous vidéo c'est une affaire tu répètes. C'est la maman qui dit que moi la une affaire. Ça va. Et puis c'est ça l'anamnèse. Tu vois non? La vidéo doit être complétée par Manoya Maman. Non, et il y a besoin d'apaiser vous foutez. Voilà. Docteur bionique est ici. Mon Dieu, c'est pas vrai. C'est eux qui ressortent. Mon Dieu, je vais venir me faire soigner là-bas. Professeur, ma première question. Vous avez parlé de crises fébriles, mais pour les crises non fébriles, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mais deuxième question aussi, en cas de crise sous sommeil, l'enfant fait des crises sous sommeil, en tant que professeur, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ok, ce n'est pas ce que Valérie Mélène a déjà, j'ai besoin de répondre. Écoutez, un enfant qui est épileptique, ou Mokolo qui est épileptique, le fait de faire la malaria un jour peut être un facteur déclenchant, il y a maladie de la Kanango. Vous comprenez? Il faut faire la différence entre, et puis, quelqu'un peut faire la méningite et l'encéphalite, un mouton et une infection qu'on a, il peut convulser. Donc il faut faire la différence entre crise fébrile et les crises associées à la fièvre. Vous comprenez, non? C'est le contexte, non? Un épileptique peut convulser, je vois, parce que, à cette fièvre, quand même, avec une zale, allez nous quitter. Faites Azangi Plongi. S'il vous plaît, professeur. Dans les crises non prévues, ce sont des crises dangereuses. Puisque l'enfant peut tomber brusquement, il peut faire aussi l'arrêt cardiaque. Par rapport aux crises fébriles, puisqu'aux crises fébriles, vous pouvez donner même l'antipyrétique et tout cela, vous donnez aussi des antidouleurs. Mais la crise non fébrile, l'enfant peut tomber comme ça. C'est ça le problème. Et deuxième question, vous n'avez pas encore répondu, les crises sous sommeil. L'enfant dort maintenant qu'il est en train de faire des crises. Ok, d'abord, je ne commente pas la première partie. Parce que j'ai la conviction. Ça, je vais laisser au professeur le soin de redresser ça. Je ne peux pas redresser ça maintenant. C'est dans le professeur. En fait, je suis partenaire de l'ICOC, Ligue contre l'épilepsie. Moi, ici, je représente la Société congolaise de neurologie, qui a pour mission de divulguer des matières en lien avec la neurologie. Donc, je suis content d'être là et de parler de l'épilepsie. Ça fait partie des maladies neurologiques. Et il m'a été chargé de vous présenter ou de faire une présentation simple, didactique, qui réponde à nos préoccupations. En fait, ma présentation, c'est de reconnaître, comment reconnaître et prendre en charge une première crise. Ok? Avant de connaître l'épilepsie, c'est quoi? Avant de définir comment reconnaître une crise épileptique et ensuite la prendre en charge. Donc, ma petite présentation va dire un mot sur les généralités, en termes de préambule. Après, nous allons présenter la démarche diagnostique, c'est-à-dire la démarche initiale. Quand un malade arrive avec des signes qui sont évocateurs d'une crise épileptique, qu'est-ce qu'il faut faire? Qui pose les diagnostics et quels sont les éléments sur lesquels c'est basé pour poser ces diagnostics? Et ensuite, je parlerai de la place des examens complémentaires à réaliser, tout en précisant qu'il n'y a aucun examen complémentaire qui donne le diagnostic exact des certitudes de l'épilepsie. Le diagnostic, il est avant tout clinique. Et le professeur Papou, clinicien, vous a montré comment poser les diagnostics. Parmi ces examens complémentaires, il y a évidemment les examens biologiques, il y a l'EEG, l'électroencéphalogramme. Pas surpris, la place de l'examen psychologique et neuropsychologique. Et on va peut-être parler de la prise en charge de quelques épilepsies. Alors, l'épilepsie, c'est une maladie vieille comme le monde. Je crois que dans la Bible, on en fait déjà allusion. Malgré autant d'années
que nous vivons avec cette maladie, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a une altération, forte altération de la qualité de vie lorsque cette maladie n'est pas bien prise en charge. Pourquoi il y a altération de la qualité de vie des patients? Simplement parce qu'il y a survenu des crises. Les crises sont parfois handicapantes. Ça vous empêche de vaquer à vos occupations. Quand vous êtes étudiant, vous êtes gêné de venir à l'auditoire. Donc vous avez l'angoisse, c'est ça qu'on appelle l'angoisse anticipatoire. C'est-à-dire, vous redoutez une crise, vous n'allez pas venir, alors ça va limiter votre vie. Pourquoi cette maladie altère la qualité de vie des patients ou de ses victimes? C'est à cause aussi des conséquences. Il en est, le prof Caputo en a parlé, il y a des conséquences cognitives. À force de faire des crises, si on ne les soigne pas, on va présenter des troubles cognitifs. Vous connaissez l'importance de la cognition dans la vie de l'être humain. Il y a également des crises, il y a des complications ou des conséquences psychiatriques. Imaginez-vous, en plus de vos crises épileptiques, vous devez ajouter les troubles des comportements. La vie devient insupportable. Et également, il y a des conséquences sociales. Par exemple, l'absentéisme à l'école, tout comme au service. Donc, il y a des conséquences professionnelles et scolaires. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a constaté? Il y a des données qui montrent qu'il y a des insuffisances dans la qualité de la prise en charge. Okay? Il y a des insuffisances qui sont à l'origine de quoi? L'errance diagnostique. Les malades changent de médecin. Il va voir X, Y, Z et ne trouve pas de solution. Et souvent, c'est les diagnostics que nous entendons, malaria cérébrale. Okay? On fait la goutte épaisse, comme la crise s'arrête souvent, on fait une goutte épaisse par coïncidence, cette goutte épaisse est positive et on fait la malaria. On pense qu'on a soigné la crise, ou on pense qu'on a soigné l'épilepsie qui va venir. Finalement, il y aura une deuxième, troisième et quatrième crise. Donc, l'errance diagnostique. Ensuite, les soins ne sont pas adaptés. Les soins ne sont pas adaptés parce que le traitement doit être adapté à la forme de la crise épileptique, aux autres comorbidités et aux conséquences. Sinon, il n'y a pas un traitement adapté. Et puis, il y a un manque d'accompagnement. Chez nous, malheureusement, il n'existe pas d'association d'épileptique. Déjà, c'est de la discrimination. Je ne sais pas s'ils ont le courage de se réunir. On a vu ça avec certaines catégories de la population qui sont également victimes de la discrimination, comme les albinos. Ils ont bravé le courage de se réunir en association. On se demande si ça serait le cas un jour pour les épileptiques. Parce que c'est une maladie, soi-disant, honteuse. Donc les gens ne sont pas accompagnés parce que les gens ne se prononcent pas. Voilà. Donc les enjeux, en fait, dans la prise en charge de l'épilepsie sont d'ordre diagnostique. Donc il faut être sûr, il faut s'assurer que cette crise est épileptique. Ce n'est pas une crise occasionnelle. OK? Et confirmer le diagnostic de l'épilepsie selon les données actuelles. Là, nous faisons référence aux recommandations de l'IAE. Et l'enjeu également, c'est de déterminer les troubles éventuels, c'est-à-dire les conséquences sur le plan social, professionnel, les conséquences psychiatriques, les troubles neuropsychologiques. Et de mettre en place un suivi approprié considérant l'épilepsie comme une maladie chronique. Donc si on ne la prend pas comme une maladie chronique, donc la prise en charge ne va pas bien sûr. Et ceci va permettre d'améliorer la qualité de vie des patients. Alors, pour reconnaître une crise, il faut la connaître. C'est comme ça qu'on va définir la crise épileptique. Il y a la définition électrique et puis il y a la définition clinique. Je me demande si je dois revenir là-dessus parce que le prof en a parlé. Donc, les crises épileptiques se traduisent, là on est dans la définition électrique, allégées par des activités paroxystiques. Ça peut être de pointe
des polypointes ou des pointes rondes. Mais avant de reconnaître les grapho-éléments pathologiques, il faut d'abord, là je vous renvoie à votre cours de neurophysiologie. Et ces crises se traduisent également. Ça ne permet pas de distinguer les signes critiques ou intercritiques. J'allais dire plutôt que DLG seul post-critique. C'est pour ça, en plus des DLG de 20 minutes, on est tenté de faire DLG de 24 heures, DLG vidéo pour mettre en évidence ces signes. Alors, une crise épileptique est caractérisée par une durée brève, quelques secondes à quelques minutes. Donc, la crise en général ne dure pas. C'est la post-crise qui prend du temps. Et les caractères paroxystiques, c'est-à-dire stéréotypés, c'est toujours la même forme de crise qui survient chez la même personne. Et le déroulement est toujours logique. Si vous avez un épileptique en famille, c'est toujours de la même façon qu'il va présenter sa crise. Alors là, ça nous permet de faire une différence avec la crise provoquée ou symptomatique, aiguë, qui est définie comme toute crise réactionnelle à une agression. Le prof en a parlé, donc le cerveau peut être agressé par plusieurs types d'agresseurs. L'hypoglycémie, l'hypernatrémie, l'hyperalcoolémie. Quand vous dépassez les 3 grammes d'alcool dans le sang, il y a un risque de connaître une crise épileptique. Donc, ce sont des crises. Ces agresseurs, au fait, abaissent le seuil épileptogène des sujets qui font ou qui s'exposent à ces agresseurs. Et ça peut être, l'agresseur peut être métabolique, toxique, structurel, infectieuse ou inflammatoire. Nous sommes dans un milieu tropical, donc toutes les infections infectieuses que nous avons, toutes les infections plutôt, je vous l'ai dit, parasitaires, oncologiques, fongiques, toutes ces infections peuvent être à l'origine et déclencher une crise provoquée. Plus épidémiologique, je voulais savoir la prédominance liée au sexe par rapport à l'épilepsie. Et puis je voulais aussi savoir s'il y a un âge quelconque que quelqu'un pourrait être atteint de l'épilepsie. Voilà, c'est de la même façon. En Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique, c'est une maladie cosmopolite. À tout âge, on peut présenter une crise épileptique, on peut faire son épilepsie. Mais il y a des âges où prédomine l'enfance et les sujets de troisième âge. Au-delà des 70 ans, c'est là où on trouve plus de cas d'épilepsie et chez les enfants de moins de 5 ans, moins de 5 ans. C'est la population la plus importante. Oui. Est-ce que quelqu'un déjà dans les 30 ans peut atteindre sa première crise? Bien sûr. Ça survient à n'importe quel moment de la vie. Que la première crise survienne après l'âge de 20 ans, il y a une considération selon laquelle cette épilepsie-là, il faut rechercher une étiologie. Parce que les épilepsies d'origine génétique, une épilepsie qui survient pour la première fois après l'âge de 20 ans, on pense à une étiologie. Il faut rechercher l'étiologie. Quand c'est génétique, on sait que généralement, le premier crise survient dans l'enfance. En simplifiant la différence qu'il y a entre l'épilepsie, la crise et le mal épileptique. Vous avez parlé des lobes. Et enfin, en tant que psychologue, dans ce cadre-là, nous vous demandons comment, je ne sais pas si vous avez les outils qui peuvent nous aider en tant que psychologue pour une meilleure prise en charge de ces outils. Monsieur le psychologue, des outils, je crois que c'est vous qui les avez. Par exemple, j'ai parlé des conséquences. Quand un épileptique fait de la dépression, fait de l'anxiété, vous savez comment mettre en évidence l'anxiété avec les tests, par exemple les tests de Hamilton, c'est ça? Oui. Il y a plusieurs tests sur le marché pour mettre en évidence. Mais on considère aussi les conséquences de l'épilepsie. Voilà, ça, c'est une définition qui avait été donnée, mais une définition que j'ai essayé de critiquer quand on m'a demandé par la Ligue d'intervenir sur les comorbidités.
Parce que ce que l'on considère comme conséquence de l'épilepsie, ce n'est plus l'épilepsie, ce sont les comorbidités de l'épilepsie. Parce que l'épilepsie lui-même, nous l'avons défini comme des manifestations qui sont dues à une activité excessive et hypersynchrone de neurones. Voilà. Et en fonction des parties du cerveau concernées par cette excitation excessive et hypersynchrone qui arrive brusquement et qui s'arrête brusquement, on a les manifestations. Et quand les manifestations se répètent, et on a dit en moins de 24 heures, sans être des manifestations provoquées, on a le diagnostic de l'épilepsie. Ça, c'est l'épilepsie. Mais maintenant, ce qu'on appelle conséquences de l'épilepsie ou autres pathologies associées à l'épilepsie, ce sont des comorbidités. Voilà. Et pour le moment, l'on considère que pour bien soigner un épileptique, il faut poser le diagnostic de l'épilepsie, poser aussi le diagnostic des comorbidités et soigner l'épilepsie et les comorbidités. Voilà, j'ai aimé dans l'introduction, quand on présentait la représentante de l'Union de médecins pour la population, elle a parlé de la prise en charge holistique. OK. Alors, donc, dans notre exposé, nous voulons montrer l'importance de comorbidité dans le diagnostic et le traitement de l'épilepsie. Et pour cela, nous allons définir le concept de morbidité, les concepts de comorbidité tels qu'ils peuvent être appliqués à l'épilepsie. Et nous allons montrer comment on explique la comorbidité de l'épilepsie par 5 mécanismes. Et nous allons donner les types de comorbidités qui sont déjà décrits. Et puis, nous allons dire comment, en pratique, il faut prendre en compte les comorbidités dans le diagnostic et le traitement de l'épilepsie. Voilà. Quand vous regardez les étiologies actuelles de l'épilepsie, au nombre de 5, étiologie génétique, étiologie structurelle, c'est-à-dire il y a une lésion démontrée au niveau du cerveau, étiologie métabolique, il y a un trouble du métabolisme bien connu. Je vous donne un exemple d'un trouble du métabolisme qui peut être associé à l'épilepsie. Par exemple, la pyridoxinodépendance, n'est-ce pas? Le problème de vitamine B6. Vous avez des enfants qui vont faire des crises épileptiques. Tant que vous n'aurez pas administré la vitamine B6, vous ne saurez pas soigner ces crises. Je donne les épilepsies d'origine auto-immune. Donc, le corps produit des anticorps contre les neurones et la personne est épileptique. Les épilepsies d'origine infectieuse, comme la neurocysticercose, la neuro-onchocercose, les épilepsies qui sont secondaires aux séquelles de neuropaludisme et tout ça, ou même à une infestation importante au plasmodium. Alors, toutes les épilepsies, par exemple, la toxoplasmose, quand vous regardez toutes ces causes des épilepsies, ces causes-là peuvent donner d'autres maladies, d'autres signes de maladies caractérisés qui ne sont pas l'épilepsie, notamment en cas d'auto-immunité. Quand les épilepsies sont d'origine auto-immune, c'est-à-dire il y a une encéphalite auto-immune, une inflammation dans le cerveau due aux auto-anticorps, vous aurez, en plus des crises épileptiques, vous aurez des troubles de mémoire, des troubles de la cognition, vous aurez des troubles de comportement, vous aurez des troubles neurovégétatifs en cas d'épilepsie auto-immune. D'ailleurs, dans le diagnostic d'une épilepsie auto-immune, vous devez avoir tous ces signes-là. Crise épileptique, crise neurovégétative, troubles de comportement, troubles intellectuels, troubles psychiatriques. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, quand on fait le diagnostic de l'épilepsie, diagnostic étiologique, donc on ne peut pas se passer des comorbidités. Les comorbidités font partie du syndrome épileptique. C'est très, très important. Alors, pour quel intérêt a-t-il à envisager la question de comorbidité dans le diagnostic et le traitement de l'épilepsie? Première raison, vous aurez affaire à plusieurs diagnostics pour un seul malade. Et il y a des situations où même le diagnostic devient difficile à poser. Prenez le cas des crises psychogènes.
il est établi qu'une personne qui fait l'hystérie a un risque de faire l'épilepsie. Tout comme une personne qui fait l'épilepsie a le risque de faire des manifestations épileptiques. Ça devient difficile. Donc la notion de comorbidité complique le diagnostic, d'où il faut s'y pencher. N'est-ce pas? Et puis, quand il faut poser le diagnostic de comorbidité, ça demande, on a dit ici, pour tout cas d'épilepsie, l'IRM, l'EEG, l'électrocardiogramme, l'ionogramme sanguin. Donc ça complique, ça augmente le coût du traitement, n'est-ce pas? Et puis, quand vous prenez en compte le comorbidité, vous êtes en train de voir le pronostic aussi de la maladie. Oh, en même temps, ces examens permettent... Augmente la morbidité liée à l'épilepsie, ça altère la qualité de vie. Si vous n'en prenez pas compte, vous risquez de donner un traitement qui ne sera pas considéré. OK? D'où il faut absolument poser le diagnostic de l'épilepsie et en même temps poser le diagnostic des comorbidités, soigner l'épilepsie et soigner aussi les comorbidités pour une approche holistique. D'ailleurs, les comorbidités s'imposent. Quand les gens réagissent vis-à-vis de la maladie, il y a la stigmatisation. L'épileptique a lui-même honte de lui-même. Les familles les membres des familles qui les regardent, ils sont perturbés. Et quand vous ne prenez pas tout ça en compte, même si le malade est soigné, il est stressé. Parce qu'il peut avoir des problèmes de sommeil, il peut avoir des problèmes d'alimentation. Et tout ça, ça va compliquer le traitement et vous n'aurez pas un bon résultat. Donc c'est important de poser ce diagnostic-là et de prendre en charge. Alors, maintenant, la notion même maintenant, pour les comorbidités là, c'est quoi? D'abord la morbidité. Tout état de maladie s'appelle morbidité. Si quelqu'un a de malaise, je me sens mal à l'aise. Je suis épileptique, mais je me sens mal à l'aise. Je n'ai pas, comme disent les gens, motema likolo likolo. Et c'est une comorbidité. Ça peut être une comorbidité parce que l'épileptique, il est anxieux, il est stressé. Donc, un état de malaise physiologique peut être considéré comme une morbidité et même une comorbidité. Voilà. Et puis maintenant, on sait que chez les êtres humains, quand vous prenez un homme malade en charge, quand vous évaluez tous les paramètres physiologiques, vous pouvez avoir beaucoup de dysfonctionnements qui peuvent être liés à l'épilepsie ou non liés à l'épilepsie. Et tout ça, ce sont des morbidités qu'il faudrait connaître. Maintenant, vous prenez une population donnée où il y a beaucoup d'épilepsie. Vous allez ici à Kassandou, tout près, il y a des villages là, Chief. Vous retrouvez des villages où il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes qui font l'épilepsie. Est-ce que ces gens-là, ils sont à l'aise? Ils ne sont pas, c'est toute une communauté qui n'est pas à l'aise. Et dans ces cas-là, quand vous intervenez en épileptologie, vous devez prendre en charge cette communauté, n'est-ce pas? Alors, il y a des effets secondaires de médicaments. Le médicament anti-épileptique que nous, on les appelle plus anti-épileptiques. Comment on les appelle? Anti-crise. Les médicaments contre les crises épileptiques que nous donnons, on apporte aussi des problèmes de santé, apporte aussi des morbidités. Voilà pourquoi c'est vraiment très important de comprendre. Alors maintenant, je voudrais vous expliquer le concept de même comorbidité tel qu'il a été expliqué par les épidémiologistes. Quand est-ce qu'on parle d'une comorbidité? Et c'est une association non aléatoire entre plusieurs entités morbides présentes chez un individu. Entité morbide indépendante. Entité morbide indépendante associée de façon non aléatoire chez un même individu. Et on dit qu'une association entre deux maladies n'est pas aléatoire si la probabilité de leur coexistence dépasse significativement le produit de leur probabilité. On vous donne un exemple. Dans la population générale des enfants, on sait que les troubles mentaux, c'est 6,6%. Quand vous considérez les enfants avec une atteinte du système nerveux, ça devient 37,5%. Quand vous considérez les enfants avec épilepsie, n'est-ce pas, vous avez 28,6%. Mais quand vous prenez un enfant
avec épilepsie, avec atteinte du système nerveux, le pourcentage passe à 58,3%. C'est-à-dire, si vous avez un enfant chez qui vous posez le diagnostic de l'épilepsie, le même enfant-là, on va à l'IRM, il a les lésions au niveau du cerveau. Chez cet enfant, vous aurez un risque plus élevé d'avoir un trouble de comportement comme comorbidité. C'est-à-dire, le fait d'être épileptique, d'avoir des lésions au niveau du cerveau, vous donne déjà des comorbidités psychopathologiques. Mais si on n'est pas formé, qu'est-ce qu'on fait? On donne seulement l'anti-épileptique. Ça s'arrête là-bas. On ne prend pas en compte. Donc, les comorbidités de l'épilepsie sont des situations, des pathologies qui, associées à l'épilepsie associée aux troubles des anomalies du système nerveux, ça nous donne beaucoup de problèmes sur le plan psychologique, sur le plan affectif, sur le plan émotionnel et sur le plan comportemental. Alors, on dit, quand on prend au singulier, comorbidité au singulier, ça signifie le fait d'avoir plusieurs maladies en même temps. J'ai une comorbidité, c'est-à-dire j'ai plusieurs maladies en même temps. Mais si je dis j'ai des comorbidités, c'est-à-dire j'ai une maladie principale et en plus d'une maladie principale, j'ai plusieurs autres maladies. N'est-ce pas? Vous voyez quelqu'un qui est diabétique, hypertendu, il fait l'AVC, il a les troubles cognitifs, il commence à convulser. Ça fait combien de maladies? Et c'est comme ça, c'est terrible en neurologie. Et l'épilepsie est considérée comme une maladie qui n'est jamais seule. Et c'est comme ça qu'en 2022, l'OMS a adopté un plan mondial de lutte contre l'épilepsie et autres maladies neurologiques qui s'étend de 2022 à 2031. Et nous sommes heureux d'être avec vous. Et à la fin de cette réunion, nous allons faire une proposition pour faire de vous tout cela. Beaucoup de conditions neurologiques aboutissent chez l'enfant, tout comme chez nous. Lorsque le prof nous a expliqué, il nous a parlé du protocole thérapeutique à suivre pour la prise en charge curative. C'est juste ce que je voudrais savoir du protocole thérapeutique à suivre pour la prise en charge curative dans la prise en charge de l'épilepsie. Ok. Nous avons ici au département. On peut disponibiliser ça. Ça, c'est en anglais. Pour la haute autorité de France, c'est en français. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est d'écrire notre protocole thérapeutique en tant que département ou en tant que RDC. C'est ce qu'on devra faire. En attendant, on peut utiliser le protocole des Américains et celui des Français. Je dis d'abord merci pour la parole. On m'appelle Raphaël Ololo, je suis médecin démographe. Alors je m'aimerais démographe, donc licencié en démographie encore. J'aimerais poser mes questions en Lingala. Ma première préoccupation est de savoir, dans mon pays, Nambo Canabiso d'ailleurs, je peux dire, Bapeki Saka, mon bali a beaucoup de maladies avec les rapports sexuels. Est-ce qu'il y a un lien entre les rapports sexuels et l'épilepsie? Yami Balé, Nalingaki Nayeba, moi si au hasard zémi. En fait, une femme, pardon, Oyo Akoya Kamaladi Andeke. Est-ce que Bakoy Kopekisaye Komema zémi? Et pour citer, le professeur Aouti Koloba Feno, Ezapina bien de donner ça Nabana. Alors, na mikolo, ils ont un problème. Merci. Juste, ça favorise la dépression, avec aussi le même mécanisme. Alingala, professeur. Ah, Nalingala. Nalingala, Baboy. Ok. Feno Babital, pour Nabana, Eza Malamu, pour Nani, pour Ekiti Sakamayel. Alors que moi, na Sengeli, Aïkola, donc Eza Malamu.
non seulement ebebisaka mayele ebebisaka oyo mwana asengeli nango po cerveau esala malamu miku esala malamu donc oyo etali oyo babengi calcium ezobebisa kote wana. Alors mpona bamikolo phénobarbital epesaka malamu na molimo te na motema te epesaka makanisi ya komiboma mpona bamikolo phénobarbital par rapport ya bakisi mosusu soko okompare ya. Alors oyo ya rapport oyebi ntango otuni likambo ya rapport sexuel wana kanisa bamemelanga malade moko donc babeau frère na ye bamemi ye po asali crise na ndeko ya bato wana asali crise et c'était catastrophique. Non, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais on peut faire la crise pendant le rapport sexuel, c'est dramatique, comme ce cas-là qu'on a connu. Et ce sont ces beaux frères qui l'ont amené à Nadra. Donc, bandéquicité. Et puis, notre dernière question, c'était quoi? Ah, voilà. Maintenant, il y a voilà. Omoni, eza bakisi nyonso tozopesa na maladi oyo etali moto. Ata mpona bato ya maboma, ata kisi oyo mpona kobikisa bato ya maladi ya ndenge to loba. Bakisi nyonso wana eza malamu te mpona ndenge moto abandaka vie ebebisaka bomoto na biso na vie. Qui sont spécialisés pour ce cas-là de la neurologie. Voilà pourquoi les gens sont en train de perdre la vie. Alors si je suis venu participer à cette formation, c'est parce que je veux beaucoup aider à ceux qui en souffrent pour leur dire que voilà ce qu'il faut faire, parce que cela implique tout le monde. Ma question, c'était celle-ci. Souvent, chez nous, là, on dit qu'il faut faire attention aux malades épileptiques, parce que c'est contagieux. Le professeur a dit que c'est une maladie cosmopolite, mais qui n'est pas contagieuse. Mais on dit qu'il faut toujours faire attention à la salive de la malade. Et on a aussi peur de toucher la malade quand il est en train de faire la convulsion. On a peur de toucher, n'est-ce pas, ces malades-là. Et aussi, je voudrais un peu souligner, l'un des formateurs avait déjà explicité sur ça. Quand vous recevez, n'est-ce pas, un épileptique, il faut informer aux patients et surtout aux gardes-malades la durée du traitement. Parce que souvent, ils ne sont pas informés. La durée du cours. Jackson, je suis médecin stagiaire bénévole. J'ai deux petites questions. La première question, c'est par rapport à l'ionogramme sanguin. Vous avez bien parlé là de l'hypocalcémie. Je m'intéresse plus à ça. Alors, quand il y a l'hypocalcémie, je voudrais savoir comment ça se passe, le mécanisme d'action, ça se passe comment? Calcique, n'est-ce pas? Et puis, il y a le fait, le canaux calcique voltage dépendant sont bloqués par le magnésium. N'est-ce pas? Ce qui fait que ce blocage-là module l'excitabilité neuronale. Chers collègues et amis assistants au CNPP, je vais leur demander quand même de se mettre debout, chacun là où il est. On va quand même le voir. Et puis nous disons un grand merci à tous et à toutes de nous avoir fait confiance. Parce que venir jusqu'ici au CNPP suivre cette formation sur l'épilepsie, une problématique d'or. Je pense que c'est un élément à encourager de manière mutuelle. Nous vous encourageons, vous nous encouragez aussi. Et ensemble, nous pouvons faire une lutte assez efficace pour lutter contre l'épilepsie. Au niveau de l'Union des médecins pour la population, nous avons d'ailleurs un projet en cours. Je pourrais dire que c'est un projet au stade encore fœtal. Et c'est sur un projet d'appui à la santé familiale et scolaire. Et dans cette optique-là, il y a certaines maladies qui sont inscrites, notamment l'épilepsie. Nous voulons même basculer au sens d'une médecine scolaire. On a déjà commencé à travailler avec certaines écoles. Je cite ici par exemple l'école de l'amour et liberté qui est à Massina. Et puis l'école, je pense, Kingasani, qui travaille déjà avec nous dans cette dynamique
des choses. Alors, comme nous sommes encadrés suffisamment avec nos professeurs, et nous avons une agglomération d'associations, on a parlé ici de la DISOT, on a parlé ici de la PRONES, et nous parlons ici du département de neurologie, donc qui est, comme on dirait, le socle qui nous propulse et qui nous instruit régulièrement. Ensemble, nous pouvons être des acteurs pour lutter contre cette maladie. Personnellement, nous en avons fait l'expérience. Moi, mon papa a été soigné ici au CNPP pour un problème d'épilepsie. Aujourd'hui, il en est à sa 10e année sans crise, sans prise de médicaments. Et je pense que, au regard des explications qui ont été fournies, nous pouvons les déclarer déjà, entre guillemets, guéris. Hein? Entre guillemets, un peu guéris. Donc, il a été suivi ici au CNPP par les professeurs que vous êtes en train de voir là pour un problème d'épilepsie. Et chacun de nous, dans le coin où il est, il peut rencontrer des patients qui sont épileptiques. Des enfants, des membres de famille, ils sont là. Parfois qu'on ignore. Et peut-être qu'on condamne par rapport à certaines de leurs attitudes. Donc nous avons intérêt de nous investir dans cette lutte pour que les choses changent autour de nous. Sauvons des vies à temps réel. Une fois, nous avons fait cette expérience au niveau des bureaux de médecins. Nous espérons nous améliorer très prochainement lorsque nous avons programmé d'autres activités. Alors nous allons passer à la remise de brevets. Donc on a eu à imprimer quelques brevets à caractère symbolique et nous allons les remettre pour... donc on va demander à notre professeur M'appelle à Kakesa. C'est docteur. Le médecin stagiaire. Docteur. Docteur Badimaya avec Docteur Massala. Maboko. Présent. C'est docteur. Si tu es docteur, tu as un docteur, n'est-ce pas? Docteur Massoulou. Docteur Massoulou. Bolondo. Docteur Mboulou Ami. Présent. Ilombe. Badimania Albert. La journée a été une réussite et surtout qu'elle a ciblé, une catégorie de personnel que nous formons, que nous allons bientôt larguer sur les marchés et il était important qu'ils soient informés sur les updates en ce qui concerne la prise en charge de l'épilepsie. Il faut savoir que bon, l'épilepsie c'est une maladie comme toute autre. Il n'y a pas à avoir honte quand on a une épilepsie ou quand on présente une épilepsie. L'essentiel c'est de se présenter dans un cabinet médical ou dans un hôpital, de se faire examiner pour pouvoir être pris en charge et limiter les crises. Parce que si vous ne le faites pas parce que vous avez honte ou parce que vous ne voulez pas que les gens sachent, au finish, qu'est-ce qui se passe? On va exposer notre cerveau. Or, nous avons comme potentiel. Si le cerveau est agressé plusieurs fois par des crises épileptiques à la longue, on va avoir des conséquences telles que les troubles des comportements, les troubles cognitifs, de mémoire, ainsi de suite. Nous avons organisé en collaboration avec le département de neurologie cette activité à l'occasion de la journée internationale de l'épilepsie dont le thème était « Épilepsie lavant les préjugés ». L'objectif pour nous était de communiquer, de sensibiliser la population autour de cette maladie. Pourquoi? Parce que beaucoup de préjugés dans la population auxquels la vraie cause la population ne connaisse pas et tout le monde essaye de réfléchir de sa manière. Raison pour laquelle nous voulons partager la bonne information pour que la population ne pense pas que c'est une mauvaise sort venant peut-être de la sorcellerie et que tout le monde sache qu'il y a une cause qui est neurologique avant cette apparition de cette maladie. Raison pour laquelle nous avons organisé une formation de renforcement des capacités autour de qui a concerné
connaît le médecin ainsi que les autres paramédicaux. Notre message à toutes les organisations qui peuvent nous aider dans cette lutte contre l'épilepsie pour arriver à montrer à la population qu'on peut bien le soigner si tout est connu bien avant. Nous demandons à toutes les organisations de venir s'associer à nous pour lutter contre cette maladie. Merci.